Rebonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est là pour vous expliquer le premier temps de la phalloplastie antébracale. On est parti sur une chirurgie entre 7 à 9 heures, un temps d'hospitalisation entre 8 et 10 jours en moyenne, et une chirurgie pour ce qui est de notre équipe à 4 voire 8 mains. Globalement, on va faire rentrer le patient la veille. Le patient sera revu par l'équipe pour les marquages préopératoires, vérifier 2-3 notions, notamment, comme on l'a dit, de vascularisation de cet avant-bras et permettre la préparation du patient en vue de sa chirurgie qui se déroulera donc le lendemain matin. Nous allons donc nous retrouver avec le docteur Morel Journel et l'équipe au bloc opératoire et nous débuterons donc par un premier temps de chirurgie à double équipe, c'est-à-dire l'équipe de chirurgie plastique qui va commencer à prélever le lambeau sur l'avant-bras en prélevant donc cette peau, ce pédicule qui permet de donner la vascularisation au lambeau et également la dissection des veines, des nerfs, puisque comme on l'a dit, c'est un des avantages de cette technique avec une phallo qui est sensible où on va rebrancher 1 ou 2 nerfs au niveau de la région génitale. Pendant ce temps-là, l'équipe d'urologie va commencer également le temps périnéal qui va vous être expliqué par Nicolas. Quand on commence, il peut y avoir un peu deux situations qui se présentent. On peut avoir des gens qui arrivent au bloc opératoire sans avoir eu leur vaginectomie, donc qui ont eu auparavant une hystérectomie, ovariectomie pour certains. Pour certains, ils vont garder leur utérus et leurs ovaires. Mais selon les cas, s'il y a une demande d'ablation du vagin, on fera à ce moment-là lors de l'intervention de la vaginectomie. Il y a ceux qui l'ont déjà fait avant et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc s'il faut, on va commencer par cette étape qui consiste à infiltrer la paroi du vagin de sérum avec de l'adrénaline pour réduire le saignement et on va vaporiser avec un outil spécial, on va détruire cette muqueuse, puis refermer la cavité vaginale et refermer le périnée. Donc c'est la première étape de ce temps périnéal, si ça n'a pas été réalisé au cours d'une précédente chirurgie. Une fois que ce temps est fini, on va commencer à reconstruire le canal urinaire. Donc en fait, on fait deux étapes dans cette reconstruction. Une première étape qui va consister à avancer un petit peu le canal d'1 centimètre par rapport à celui de sortie du méa natif. Donc on va le prolonger d'1 petit centimètre, ce qui paraît être un détail, mais en fait ça va permettre d'avoir moins de fistules et moins de risque surtout de faire des espèces de diverticules, des poches d'urine qui se développeraient dans l'ancienne cavité vaginale. Même si on l'a fermée, parfois, s'il y a des petites fuites à cet endroit-là, ça pourrait créer des poches qu'on appelle des diverticules qui sont extrêmement gênants parce qu'en fait, à chaque fois que la personne va uriner, le diverticule se remplit et après il se vide tout doucement, ce qui entraîne beaucoup de gouttes retardataires et des sortes de fuites d'urine qui sont extrêmement gênants socialement. Pour éviter ça, on fait ce petit avancement avec de la muqueuse vaginale qu'on retourne et qu'on vient plaquer pour avancer le canal d'1 petit centimètre. Donc ça, c'est la première étape de reconstruction. Puis la deuxième étape, ça va être de reconstruire une autre partie de canal urinaire qui va rejoindre celle que Fabien va faire dans le lambeau. Et donc, on va prendre à ce moment-là une partie de la peau qui est au-dessus du diclite ou du clitoris, comme on veut. Et donc, cette peau qui est au-dessus, on va la prendre et on va la tubuliser, c'est-à-dire on va en faire un tube. On va prendre un rectangle qu'on va rouler sur lui-même. Et ça va être branché sur le canal que Fabien va faire lors du prélèvement sur l'avant-bras. Donc ça, c'est la partie urinaire du temps périnéal. Et puis après, il peut y avoir une autre étape qui consiste à disséquer au niveau du clitoris un nerf pour que ce nerf puisse être branché sur un des nerfs qui a été prélevé sur l'avant-bras pour qu'il y ait une sensibilité du lambeau. Donc ça, on va faire le prélèvement de ce nerf au niveau du clitoris et parfois aussi au niveau ilio-inguinal, c'est-à-dire entre le pli qu'on a au niveau de la cuisse. Sur la partie antérieure, on a un pli quand on plie notre cuisse sur le ventre. Là, il y a un petit nerf qu'on va aussi pouvoir prendre pour qu'il y ait une sensibilité du lambeau. Donc assez souvent, on fait cette double anastomose quand on a un nerf trop petit ou on en fait une seule si on a un nerf assez gros au niveau clitoridien. Donc il y a une étape pour le canal, une étape pour la sensibilité. Et puis la dernière chose qu'on fait au niveau périnéal, ça peut être d'enlever la muqueuse au niveau du gland clitoridien ou du diclite. Et donc on va enlever cette muqueuse, mais c'est juste la peau qui recouvre qu'on va enlever, de façon à pouvoir enfouir le diclite ou le clitoris
sous la peau. Ça, c'est pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir plus tard leur diclite à l'extérieur. Il y en a qui préfèrent le garder à l'extérieur parce qu'ils se disent qu'ils auront une meilleure sensibilité, qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'en avoir un petit peu moins. Et là, il y a un débat qui reste toujours d'actualité parce qu'on n'a pas d'études scientifiques très claires là-dessus, mais on a quand même l'impression que si on ne fait pas cette ablation de tissu, c'est probablement un peu plus sensible après, même si beaucoup de personnes qui l'ont fait vont décrire une très bonne sexualité, une très bonne sensibilité, même s'ils ont enfoui leur diclite. Donc là-dessus, il y a encore débat et on n'a pas vraiment d'études qui permettent de trancher. Donc voilà, mais c'est une étape qu'on peut aussi associer. En parallèle, le temps urinaire, nous on a bien avancé sur le prélèvement, on a en gros une sorte de rectangle de peau, en gros toute la peau de l'avant-bras qui est cette fois-ci uniquement vascularisée par l'artère radiale, par la et les veines de l'avant-bras, et puis également, comme vous l'a dit Nicolas, par un des nerfs cutanés sensitifs de l'avant-bras ou même deux nerfs cutanés sensitifs en fonction de l'anatomie et de la topologie de ces nerfs. Et là vient le temps donc du modelage, parce qu'on part dans l'embout qui est donc rectangulaire et on vient faire une technique du tube dans le tube. C'est là le principe assez spécifique de cette phalloplastie. C'est comme c'est un tissu extrêmement fin, assez plastique. On arrive à le modeler avec une première partie, comme je vous l'ai expliqué, du bord interne de l'avant-bras qui nous permet de faire le canal urinaire. Et par-dessus, on vient enrouler l'autre partie. Donc c'est ce premier tube qui est enroulé par le deuxième tube. C'est pour ça qu'on appelle ça le tube dans le tube, qui va faire la partie phallique de notre lambeau. Et donc une fois modelé sur l'avant-bras, avec déjà une sonde urinaire à l'intérieur du lambeau, eh bien on a cet aspect de verge reconstruite qui reste uniquement innervé et vascularisé sur l'avant-bras. Lorsque tout le travail urinaire et périnéal est fait, et notamment avec l'abord des vaisseaux, puisque comme on l'a expliqué, il faut qu'on puisse se rebrancher pour qu'on redonne vie à ce lambeau, eh bien on va chercher une artère, des veines au niveau de la région périnéale, donc dans le creux inguinal et également à la face interne des cuisses, on va dérouter artères et veines qui vont nous permettre de faire ce branchement. Quand on est prêt, le lambeau est prêt et modelé au niveau de l'avant-bras, Nicolas, l'équipe d'urologie, a fini son travail de reconstruction, comme on vous l'avait dit, du canal urinaire et le modelage du diclique en fonction du choix du patient. Eh bien, on va être prêt à faire le temps, ce qu'on appelle microchirurgical. Donc, on va passer sous microscope pour brancher les veines, l'artère et le ou les nerfs sur les nerfs qui ont été disséqués par l'équipe d'urologie. Donc ça, c'est un temps microchirurgical. Pendant en moyenne 3/4 d'heure à 1 heure, le lambeau il n'est plus vascularisé et l'idée étant de le rebrancher. Et c'est ce qu'on a dit, c'est la principale risque, c'est que cette anastomose veineuse et ou artérielle ne fonctionne pas et le sang soit bloqué et ça fasse un caillot, un thrombus qui nécessiterait un retour au bloc dans les premiers jours pour essayer de sauver ce greffon. Et alors pendant ce temps-là, on ne part pas manger, on reste toujours concentré sur la chirurgie et surtout on va se servir de ce temps pour prendre de la peau sur la cuisse, parce qu'on imagine bien que toute cette peau qu'on a prise sur l'avant-bras, on ne va pas laisser l'avant-bras sans aucune couverture et on va devoir faire une greffe de peau à l'aide d'un appareil qu'on appelle le dermatome. On va prélever une partie très fine de peau, très superficielle au niveau de la cuisse. Et cette partie de peau, on va venir la poser sur l'avant-bras après avoir interposé entre la peau qu'on va mettre et les muscles et le tissu de l'avant-bras. On va mettre sur cet avant-bras et les muscles un petit tissu qu'on appelle le matriderme. C'est une sorte de couche de derme artificielle qui va permettre de gagner de l'élasticité. Et par-dessus ce petit tissu, on va venir poser notre greffe de peau, donc qu'on a prélevé au niveau de la cuisse. On va venir brancher tout ça et fermer pendant ce temps-là. Les plasticiens vont faire les micro-anastomoses et quand ils ont fini de brancher artères, veines et nerfs, nous on va repasser en bas pour faire le branchement entre le canal urinaire de la phalloplastie. Donc on a le tube dans le tube, comme vous disait Fabien tout à l'heure, et on a ce tube de la phalloplastie qui va devoir être branché dans la partie de canal urinaire qu'on a reconstruit à l'aide de la peau qu'on a pris au niveau des petites lèvres. Et donc ce tube de peau qu'on a reconstruit au niveau du périnée va être branché sur le tube de la phalloplastie. Donc on a un urètre à ce moment-là qui va aller du sommet de l'extrémité plus exactement de la phalloplastie jusqu'au niveau du périnée. Et tout ça va être branché l'un avec l'autre et il ne restera plus qu'un petit espace d'1 centimètre où le canal, le méa natif habituel, va continuer à pouvoir uriner pendant le laps de temps entre la première et la deuxième étape chirurgicale. Et après, on va fermer à 4 mains, voire à 8 mains, toutes les cicatrices pour pouvoir refermer la cicatrice où on a prélevé la veine saphène, qui est une des veines qui va
va servir, sur lequel on va se brancher avec la phalloplastie. On va fermer aussi l'incision qui va sur la partie inférieure du ventre sur le côté, hein, qui est ce qu'on appelle l'incision un peu iliaque. Cette incision va être aussi fermée et les muscles, parce que pour aller chercher l'artère épigastrique qu'on a pris pour brancher le lambeau de Fabien, et ben, cette ouverture qu'on a fait des muscles va devoir être fermée aussi pour qu'on retrouve une bonne solidité de la paroi. Et ensuite, on va fermer la peau par-dessus. Donc, on ferme toutes les zones qui ont été ouvertes au préalable et on va brancher la phalloplastie aussi à la base avec plein de points de suture à ce niveau-là. On va faire un pansement modelant puisque l'idée c'est d'avoir une verge qui soit bien positionnée, sans twist à la base, notamment pour pas comprimer justement les vaisseaux qui passent juste sous la peau, être en position de zénith pour favoriser le retour veineux, toujours dans la même idée de favoriser cette prise du greffon, et puis également un pansement modelant un peu compressif au niveau de l'avant-bras pour que cette greffe de peau n'ait le moins de possibilités de mouvement, pour que pendant les 4 à 5 premiers jours, cette greffe elle soit vraiment la plus accolée sur le site greffé avant la première vérification. Donc là c'est une étape importante qui est le pansement. Ça conditionne aussi la réussite et les suites post-opératoires. Le patient va aller en salle de réveil pour une surveillance comme après toute anesthésie générale, pour ensuite être hospitalisé dans notre unité de chirurgie plastique. Et donc on a une surveillance assez stricte au début pendant les 4 à 5 premiers jours, où on a l'équipe chirurgicale, paramédicale et médicale qui est formée à cette chirurgie et qui va venir au début tous les 2 heures surveiller la recoloration de ce lambeau, la chaleur de ce lambeau, et également avec un petit stylet Doppler et écouter que l'artère ou la veine passe bien, qu'il y ait un bon flux au niveau de ce lambeau, puisqu'au moindre doute, c'est retour au bloc opératoire pour aller vérifier ce qui peut compromettre la vascularisation de ce lambeau. On met également une atmosphère un peu chaude dans la chambre, puisque c'est un lambeau qui au début a tendance à être un peu froid, et le froid ne favorise pas forcément la bonne dilatation et la bonne irrigation au niveau vasculaire. On commence à baisser entre guillemets un petit peu la garde au bout de 5 à 7 jours, où le patient est à nouveau autorisé à se mobiliser. Alors parce qu'au début il va rester au lit strict, on va commencer à le remettre debout ou assis au bord du lit, voir comment ces premiers levés se passent, pour ensuite être démédicalisé entre le 8e et le 10e jour et permettre une sortie en retour à domicile dans de bonnes conditions, avec bien sûr des pansements qui vont perdurer pendant en moyenne 1 mois et demi, tant au niveau de l'avant-bras qu'au niveau du périnée, le temps que tout cicatrise bien, notamment au niveau de la prise de greffe au niveau de la cuisse et également au niveau de la zone greffée au niveau de l'avant-bras. Tout cela va demander des soins et qui vont devoir être faits régulièrement pendant ce premier mois post-opératoire. Ensuite, il y a également toute la gestion des sondes urinaires que nos collègues urologues ont mis en place. Je laisserai Nicolas vous expliquer les petits soins urinaires que vont demander les premières semaines et premiers mois après ce type de phallo antébrachial. Quant à notre prélèvement d'avant-bras, une fois que tout est cicatrisé, on va faire confectionner des manchons de contention et des sortes de gantelets d'avant-bras pour vraiment comprimer cette greffe de peau qui nécessite de la kiné de rééducation et ce port spécifique de manchon pour vraiment que cette greffe s'intègre au mieux au niveau de l'avant-bras et d'avoir des résultats fonctionnels et esthétiques le plus idéal possible. Pour la gestion des sondes urinaires, ce canal n'est pas encore branché sur le MEA natif. Donc les gens vont continuer à uriner assis avec cette phalloplastie pendant 3 à 6 mois avant qu'on fasse la deuxième étape chirurgicale. Mais pendant cet intervalle, c'est quand même important, puisqu'il n'y a pas d'urine qui passe dans ce canal, de faire un entretien de ce canal par des lavages qui vont permettre de bien rincer et puis qui vont éviter que le canal se referme complètement. Donc ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est de faire des sondages avec une sonde dans la phalloplastie. Donc on va passer des sondes, ce qu'on appelle des sondes lubrifiées, qui sont bien connues des urologues, parce que ce sont des sondes qui permettent parfois à des gens qui n'arrivent pas à uriner à s'auto-sonder plusieurs fois par jour pour uriner régulièrement. Mais là, elles vont servir à maintenir ce canal ouvert. Donc ce sont des sondes qui se présentent dans des sachets. On ouvre le sachet, on prend la sonde, on la glisse dans la phalloplastie
phalloplastie et on va rincer la phalloplastie. Alors cette étape de lavage et de rinçage ne se fera pas tout de suite. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de ne pas le faire trop précocement. Donc on va enlever la sonde en général vers le 10e jour pour pas garder un tuyau en permanence qui est quand même une voie d'entrée des microbes, parce que tout élément type sonde, drain ou autre qui va rester très longtemps dans le corps peut amener des microbes, parce que les microbes sont à l'extérieur, peuvent longer la sonde et aller vers l'urètre qu'on a reconstruit. Pour éviter que ça arrive trop vers le 8-10e jour, lorsque le patient est en service de chirurgie plastique en surveillance, on va enlever cette sonde. Et puis après, vers le 15e jour, 21e jour, aujourd'hui on a tendance à espacer un petit peu ce temps pour leur apprendre à faire des lavages. Et donc on va apprendre au patient qui va venir à mettre cette petite sonde dans la phalloplastie et à faire ce lavage. Et donc ça se déroulera plutôt vers le 15e, 21e jour pour bien rincer, bien laver la phalloplastie et glisser cette sonde jusqu'en bas pour bien vérifier que le canal est bien perméable. Donc ça arrive de temps en temps que ça se bouche et ça sera traité dans la deuxième étape. Et je voulais peut-être juste qu'on rajoute un petit quelque chose, c'est la question de gérer un certain nombre d'éléments pour que la phalloplastie se passe pour le mieux, notamment l'arrêt du tabac qui doit être fait plusieurs mois avant, pendant l'opération bien sûr et après l'opération. Ça c'est l'idéal. On sait que pour certaines personnes c'est impossible et on peut le comprendre, mais c'est vrai que nous on préfère quand même que les gens aient arrêté depuis longtemps. C'est un gage de réussite, ça réduit le nombre de complications. Donc ça fait vraiment partie des éléments importants. De même que quelqu'un qui sera diabétique, on lui demandera de bien équilibrer son diabète. En gros c'est quand même un environnement pour arriver le jour de l'opération dans les meilleures conditions possibles, en ayant une bonne nutrition, en ayant arrêté le tabac, en ayant bien équilibré un diabète s'il y en a. Et donc tous ces éléments sont plutôt souhaitables en préopératoire. L'environnement est très important dans toutes les techniques microchirurgicales. On va essayer de limiter ce risque de thrombose et ça passe en effet en arrêtant tous les facteurs favorisant la mauvaise qualité, on va dire, des vaisseaux et du coup le risque de thrombose, qui est le tabac, le diabète. On fera également souvent pour d'autres raisons, mais aussi des raisons de risque de thrombose, arrêter les traitements hormonaux avant, du fait de la longueur de la chirurgie et du fait qu'on travaille sur ces petits vaisseaux. Et enfin, lorsqu'on prélève entre autres des veines superficielles de l'avant-bras qui vascularisent, qui participent au retour veineux de ce lambeau, on va prendre des veines superficielles qu'on voit bien sur nos avant-bras. On évitera lorsqu'on a choisi, lorsqu'on doit avoir un bilan sanguin, que ça soit dans les mois ou voire années avant, d'être ponctionné au niveau de cet avant-bras, puisque ça peut donner des micro-traumatismes, des micro-thromboses potentielles de ces veines et du coup faire que la qualité de ces veines vont être de moins bonne qualité justement, moins bon calibre lorsqu'on devra les prélever. Donc il faudra vraiment bien prévenir nos patients qu'une fois qu'on a prévu cet antébrachial, ce lambeau antébrachial, que pendant la période jusqu'à la chirurgie, on évitera d'avoir des prises de sang ou des injections au niveau de cet avant-bras choisi. Voilà pour ce premier temps qui est donc une longue chirurgie avec un temps d'hospitalisation finalement qui est assez long, des soins assez complexes, en tout cas qui demandent une expertise de nos équipes et également une complète adhérence à ce projet avec nos patients puisque, comme vous l'a bien expliqué, Nicolas Morel-Journel, aussi bien sur les soins urologiques, également sur ce premier mois post-opératoire, les soins restent un peu lourds et longs. Voilà donc pour ce premier temps de phalloplastie antébracale et on se retrouve d'ici quelques jours pour évoquer le deuxième temps. À très vite.